Installée le 16 mai 2019, la 8e législature, dès le départ de cette aventure parlementaire, n'a pas toujours été en odeur de sainteté avec une partie des Béninois. Certains lui reprochaient en effet le contexte dans lequel il a été élu puis installé. Bon an, mal an, les députés de cette législature ont tout de même fait de s'appesantir sur l'essentiel, c'est-à-dire légiférer et représenter comme il se doit le peuple à l'Assemblée nationale. À ce titre, bon nombre de lois plus impactantes et importantes les unes que les autres ont été votées par les parlementaires de la dite législature. C'est du moins les résultats qu'ils défendent. Au terme de leur mandat, quelle appréciation faut-il porter sur le passage à l'hémicycle? Que retenir du package de lois votées et des répercussions qu'elles pourraient avoir sur les populations dans le présent immédiat et puis dans le futur? Pour en discuter sur ce plateau de Diagonale, l'honorable Orden Aladati, il est député de l'Union progressiste Le Renouveau et président de la commission des lois. Bonsoir, honorable. Bonsoir, chère madame, chers téléspectateurs, bonsoir. Cette émission sera co-animée avec mon confrère Jean-Eudes Mitokbe. Jean-Eudes, vous avez la parole. Bonjour Anita Marcos, bonjour, bonsoir honorable. Bonsoir. Alors, Anita Marcos l'a rappelé tout à l'heure dans son introduction, la 8e législature a été élue et installée dans des conditions un tout petit peu difficiles. Cela a valu à cette législature de nombreux qualificatifs. Est-ce que tout ce que les populations disaient, est-ce que tout ce que l'opinion disait de cette législature, est-ce que cela a pesé sur le travail qui a été fait au Parlement ces 4 dernières années? Merci, chers amis, chers journalistes. Oui, nous sommes les fruits de cette société et quand il y a des remous dans la société, on ne peut pas être insensible à ces remous. Cela dit, nous travaillons pour le pays, nous travaillons pour la nation, nous sommes sereins, nous pensons que nous travaillons pour le plus grand nombre et de ce point de vue, nous avons fait notre travail tel que nous devrions le faire. Et puis, nous ne sommes pas responsables du contexte de notre élection. C'est-à-dire la 8e législature n'est pas responsable du contexte de son installation, de son élection. On pourrait peut-être interroger la 7e législature, d'accord, à laquelle tout le monde a participé. Voilà. Les lois ont été votées à la 7e législature. Ces lois ont été querellées. J'en ai été témoin. De toutes les façons, ce sont les lois votées selon les règles donc, de l'art, de la République. Et ces lois se devaient de s'appliquer à tout le monde. Nous convenons que tout le monde n'a pas été d'accord. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans la foulée, après les législatives de 2019, les élections qui ont consacré l'élection des membres de la 8e législature, il y a eu un dialogue politique qui a permis de toiletter un certain nombre de textes, tels que la charte des partis politiques, tels que le code électoral et autres. Vous avez vu le statut de l'opposition naître au cours donc, de cette législature et j'en passe. C'est pour vous dire simplement que nous ne sommes pas indifférents au contexte général du pays. Nous sentons et nous entendons très bien les cris de cœur et de nos concitoyens et nous travaillons pour l'intérêt du plus grand nombre, ce que tout le monde pourrait ne pas comprendre au même moment, mais nous faisons avec. Vous avez rappelé que les lois également qui ont été votées par la 7e législature ont été critiquées, mais les lois qui sont passées sous la 8e le sont plus. Pourquoi est-ce que je ne vais pas dire toutes les lois, la plupart des lois qui ont été adoptées au Parlement par la 8e législature ont été objet de controverses? Est-ce parce qu'aujourd'hui, il y a 2 partis uniquement au Parlement qui soutiennent le chef de l'État ou est-ce pour une autre raison? Bon, il y a des a priori que je comprends. Un Parlement qui a été avec des partis qui soutiennent tous l'action du gouvernement, c'est pas totalement compris, aussi bien à l'international qu'ici. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas responsables de cela. Vous avez vu tout le processus qui a conduit aux élections de 2019. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Je crois que certains partis ne se sont pas donné les moyens d'être présents dans ces élections.
après, on dit à qui la faute? À qui la faute? Nous n'allons pas polémiquer sur cela. De toutes les façons, des députés ont été élus, ont siégé et ont légiféré. Et quand vous dites que la plupart des lois ont été controversées, ce n'est pas vrai du tout. Il y a certaines lois qui visent à asseoir une nouvelle dynamique par rapport à la vie des partis politiques, globalement au pays, que certains n'ont pas voulu suivre. Et on pourrait revenir là-dessus. On a voté la fois dernière le code de la nationalité des apatrides. On a voté le code pétrolier. On a voté une loi sur le crédit bail en République du Bénin. Nous avons voté une loi sur le bail à usage d'habitation. Vous n'avez pas entendu parler de ces lois-là. Donc, toutes les lois n'ont pas été des lois critiquées à polémique. Puisqu'on parle de controverse, il y a quand même la loi sur l'IVG qui a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? En son temps, nous sommes intervenus pour expliquer un peu les motivations de ces tests-là. Vous savez, quand Mitterrand, le président Mitterrand en France voulait abolir la peine capitale, ça a été à grande controverse. L'opinion ne l'a pas suivi du tout. Aujourd'hui, c'est consacré et quiconque veut revenir sur la peine de mort et réintroduire la peine de mort dans sa législation, ce n'est plus accepté aujourd'hui. Ainsi va la vie. Quand vous êtes en avance parfois sur le temps et parfois il faut le faire. Si vous êtes homme d'État et que vous êtes chargé donc de la conduite des hommes, votre rôle aussi c'est d'indiquer et de suggérer, à mon avis, la marche à suivre. De ce point de vue, on n'a pas compris pourquoi il fallait qu'on prenne cet essai. Le contexte du moment, parce que madame a posé une question, c'était un contexte où certaines personnes qui sont appelées à ne pas pouvoir garder leur grossesse jusqu'à terme n'avaient pas d'autre alternative que d'emprunter les moyens clandestins. Vous savez que le taux de la contraception chez nous est très faible. Les femmes refusent de faire de la contraception et lorsqu'il y a des grossesses indésirées, la législation leur interdit de pouvoir, lorsque la femme ne sent pas en capacité, pour plusieurs raisons, de maintenir la grossesse jusqu'au bout. Ils n'ont aucun autre moyen pour pouvoir un peu mettre fin à cette grossesse qu'ils ne désirent, pour n'ont pas les moyens de garder. La conséquence, c'est que vous avez nos jeunes filles, vous avez des dames aussi qui sont obligées d'emprunter la clandestinité pour le faire. Et les résultats des études sont des résultats effroyables. Et quand on vous projette donc les dégâts causés par ces pratiques-là, nous autres législateurs, hommes d'État, on se devait de réagir et permettre à des personnes qui sont en cette situation, à cette demande-là, de pouvoir accéder à des plateaux techniques adéquats. C'est ce que nous avons fait. Nous n'avons pas légiféré pour dire maintenant l'avortement c'est ouvert, faire de la possibilité pour de l'avortement et de faire l'avortement à gogo. Si vous, madame, vous ne voulez pas garder une grossesse, c'est votre corps et c'est vous. Vous ne voulez pas la garder. On ne vous donne pas le plateau technique adéquat pour le faire. Vous allez dans la clandestinité et vous mettez votre vie à mal. Vous mettez votre vie à mal, on ne vous contrôle pas là-dessus. Et nous disons, nous ne vous encourageons pas à aller avorter. Et madame Marcos, ce que nous disons, si vous prenez la décision d'avorter, après, vous avez un plateau technique adéquat pour le faire dans des conditions prescrites par la loi. Pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts, parce qu'il y en avait tellement de dégâts. Malheureusement, je n'ai pas les statistiques. Si vous demandez aux médecins, ceux qui s'occupent de ces questions, ils nous ont entretenus au Parlement. Je vous dis que c'est effroyable. Nous voulons préserver la vie, mais nous détruisons des vies. Au quotidien, nous ne pouvons plus permettre ça. C'est pourquoi notre rôle en tant que législateur, c'était de limiter les dégâts. Après, la fonction éthique et morale d'un certain nombre de catégories, ça continue. Notre sensibilisation à tous serait de dire, n'allez pas vers les grossesses indésirées, faites de la planification, faites de la contraception.
C'est le message quotidien. Alors, pour rester toujours sur les lois qui ont été adoptées au Parlement, c'est vrai qu'on va revenir encore sur quelques lois tout à l'heure, mais avant tout cela, dites-nous un peu comment se passe aujourd'hui ou comment se fait aujourd'hui l'adoption d'une loi au Parlement. Je ne vais pas parler de projet de loi ou de proposition de loi, mais dites-nous, puisque il n'y a que deux partis aujourd'hui au Parlement et que l'opposition n'est pas représentée, comment est-ce que le Parlement actuel prend en compte l'aspiration des autres partis politiques dans le cadre de l'élaboration des lois? Monsieur Mitokwe, sauf les cas de révision constitutionnelle et les lois organiques qui requièrent une spécificité dans la procédure législative n'a pas varié. Et la 8e législature n'a pas inversé la procédure législative. Quand vous êtes au Parlement, vous avez beau avoir des opposants, le camp qui dépasse l'autre d'une voix peut faire passer tous ces textes, sauf les résolutions et la révision constitutionnelle. Et c'est ça que l'opinion ne comprend pas. Au fait, par le passé, nous avons eu des parlements où il y a eu suffisamment de bruit. En réalité, ces bruits étaient faits pour contraindre les gouvernants et les présidents de la République dans du marchandage politique. On fait suffisamment de bruit, on a remarqué le phénomène au niveau aussi des syndicats. C'est comme on déclenche une grève, ça fait beaucoup de bruit. Et puis après, les problèmes ne sont pas réglés et on vous dit que les fonctionnaires ont décidé de reprendre le travail. Mais le problème n'est pas réglé. Au Parlement aussi, vous voyez faire beaucoup de bruit. Et puis après, ça circule. Et c'est vous, sur les plateaux, qui avez toujours dit que l'argent circule au Parlement. Monsieur Mitokwe, ces dernières années, je ne vous ai pas entendu dire qu'au cours de la 8e législature, que l'argent a circulé au Parlement. Et c'est de ça qu'il est question. Qu'on ne mystifie pas l'opinion par rapport à la question de l'opposition. Quand on est en démocratie, il est très élégant et très bien que l'opposition soit présente au Parlement. Mais quand vous avez fait les textes, et qui sont des textes donc ouverts du moins à tout le monde, à la limite, Monsieur Mitokwe, nous irons aux élections le 8 janvier. Et si aucun parti de l'opposition n'est qualifié pour être au Parlement, vous allez revenir m'appeler pour dire que le Parlement serait monocolore? Vous ne pourriez pas dire ça. Bien sûr. C'est aussi cela la démocratie. Bien sûr, puisque le contexte est différent. Mais par rapport à votre argumentaire tout à l'heure concernant le marchandage politique qui se faisait au Parlement, c'est clair que l'opposition aujourd'hui ne serait pas d'accord avec vous. Quand on prend par exemple, on va revenir maintenant aux lois qui ont été adoptées au Parlement, quand on prend le code électoral et qu'on prend la disposition concernant le quitus fiscal, on a eu un député qui est passé sur ce plateau ce matin, un peu juste avant vous, qui évoquait par exemple la possibilité de revoir, par exemple, la disposition concernant le code électoral, où on n'a pas anticipé, où on n'a pas su que pendant cette période, beaucoup de personnes, beaucoup de postulants politiques pourraient demander, par exemple, le quitus fiscal et surcharger l'administration fiscale. S'il y avait eu d'autres voix au Parlement, peut-être que le problème serait posé et des solutions seraient trouvées. Mais parce qu'il n'y avait pas d'autres voix discordantes, on a assisté, le vote a été effectué comme ça. Non, ce n'est pas le vote et ce n'est pas du fait du législateur, ce qui s'est passé au niveau du fisc, au niveau de l'administration. Le législateur a institué le quitus fiscal et qu'il se souvienne quand cette question a été agitée. Le peuple du Bénin, dans son grand ensemble, a applaudi qu'il fallait que les dirigeants payent leurs impôts. Ça, c'est manifeste et ce n'est pas contestable cela. Maintenant, au niveau opérationnel, que l'on organise autrement les choses pour que l'administration fiscale ne soit pas engorgée, c'est un autre débat, ce n'est pas du fait du législateur. Nous avons institué le quitus fiscal. On pourrait, au niveau des décrets, au niveau opérationnel, l'administration fiscale pourrait dire, ceux qui participent aux élections, faites vos propositions et demandez, faites les demandes 1 an avant, 6 mois avant. Surtout que le législateur a dit que l'année de la déclaration de candidature n'est pas concernée. Nous sommes en 2022. Les impôts dont il est question ne concernent pas 2022. Mais pourquoi donc ceux qui pensent et ont aspiré
concourir aux élections n'ont pas demandé leur quitus avant. Ça, ce n'est pas la responsabilité du législateur. Encore une fois, je suis désolé, ça ne relève pas du législateur. Maintenant, s'il y avait des écarts, le législateur, ce qu'il a fait au lendemain du dialogue politique, c'est ceci. Nous avons mis dans la loi que vous demandez votre quitus fiscal et nous avons encadré le délai au cours duquel et au-delà duquel l'administration fiscale ne peut pas aller. On l'a contraint dans un délai, je crois, de 15 jours, pendant lequel l'administration fiscale doit vous répondre et en une fois. En le faisant comme ça, nous pensions avoir suffisamment encadré. Après, il appartient, parce qu'au fait, qu'on peut tenir pas, on ne va pas tenir responsable le législateur de ses propres, disons, je ne veux pas dire des mots qui fâchent. Si on ne s'y est pas pris très tôt, ce n'est pas la faute du législateur. Quelqu'un qui sait qu'il va se présenter aux élections, mais voyons, ce n'est pas à moi de la déclaration des candidatures qu'il faut demander le quitus fiscal. C'est pourquoi dans la déclaration de la décision de la Cour constitutionnelle, moi j'ai personnellement déploré que la Cour n'ait pas insisté sur la date à laquelle chacun des protagonistes a demandé son quitus fiscal. Allez interroger les partis politiques pour dire quand est-ce que chacun a fait sa demande de quitus fiscal. Vous pensez aussi, comme certains, que la Cour a fait un traitement de faveur pour le Parti Les Démocrates? Non, je ne pense pas. La Cour a légiféré. Et c'est pour ça que quand on m'a dit que le Parti Les Démocrates, ce que j'ai souhaité, qu'ils puissent vraiment participer aux élections, et il y a des membres influents des démocrates qui peuvent les témoigner, et on m'a dit que la Cour a rendu une décision. J'ai été curieux de savoir les motivations de la Cour. Et je profite pour dire à tous nos concitoyens, quand une institution prend une décision, attendons toujours les motivations. Et j'ai suivi les motivations de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit, les démocrates ayant demandé le quitus fiscal, la loi fait obligation de leur répondre par écrit et de leur notifier donc les biais et les insuffisances. Pour ne l'avoir pas fait, la Cour dit qu'on ne peut pas en tenir donc rigueur aux démocrates et donc les a autorisés à changer une partie de leur liste. C'est très cohérent ça. Et c'est ça la République, les moyens de droit. À supposer que donc les démocrates n'aient pas utilisé ces voies de recours et se soient mis dans les rues, ce ne serait pas la démocratie. Voilà la démocratie. Il y a des institutions, il y a un code qui a été mal appliqué par l'administration fiscale. Le rôle de la Cour, c'est de remettre les pendules à l'heure. Et ça a été fait. Vive la démocratie au Bénin. Est-ce que, honorable, les partis qui prétendent à devenir, avoir une place à l'Assemblée étaient informés de ce qu'il fallait avoir, enfin, pour en dire dépasser cette mesure de quitus fiscal, où on peut considérer qu'en tant que citoyen, enfin, un citoyen complet qui respecte les lois de la nation et qui prétend vouloir devenir un élu parlementaire, cette conformité, c'est-à-dire le quitus fiscal est quelque chose qu'en principe, il devrait déjà avoir. Non, c'est courant. C'est-à-dire que le quitus fiscal, c'est quoi? C'est un papier qui montre que l'individu est à jour de ses impôts. Ce n'est pas autre chose que ça. On ne va pas vraiment faire de la civilisation sur ces choses-là. On dit pour être candidat au Bénin, il faut être à jour de ses impôts. Pour démontrer à la Sénat que vous êtes à jour de votre impôt, l'administration délivre un papier pour dire celui-ci ne doit rien à l'État. C'est pourquoi même quand on dit qu'on a fait on a fait des moratoires pour que des gens payent après, mais ils ne sont pas à jour. Celui qui a un moratoire pour payer, il doit à l'État. Ça c'est moi ça. Vous êtes à jour de votre impôt, l'administration fiscale dit, vous êtes à jour de votre impôt. Point barre. Moi j'ai demandé en ligne, ça ne venait pas. Et puis je dis, mais comment je fais? Et puis après j'ai reçu un texto qui a dit, monsieur Aladati, donnez-nous la preuve du paiement de tel état sur les voitures, quelques petites parcelles et consorts. Ce que j'ai envoyé, la personne m'a dit, pas WhatsApp, j'ai envoyé. Et puis après, il s'est écoulé certains jours. Et puis un beau matin, j'ai reçu un texto pour dire, bon voilà, passez à tel guichet pour prendre. Je suis allé un jour à 14 h, je croyais qu'il y avait une permanence à l'administration fiscale. Il n'était pas là, je suis resté comme tout le monde. Et à 15 h, j'ai reçu mon quitus. On n'a qu'à le faire. Ce jour, j'ai vu un ami qui est des démocrates.
Et je suis descendu de ma voiture et on est retourné à l'administration fiscale. Et puis voilà, après, chacun a pris son chemin. On fait trop de la victimisation. Aujourd'hui, je crois, ce problème-là est réglé. Tout le monde est là en selle. Et puis bon, nous allons faire le match. Alors, honorable Odin Alanati, c'est vrai que vous avez expliqué un peu la démarche du Parlement depuis quelques années dans le vote des lois et tout le reste. Mais quand vous allez devant vos mandants aujourd'hui, puisque bientôt vous serez sur le terrain, vous êtes même déjà peut-être sur le terrain, quand vous allez en face de vos mandants, que vous expliquez un peu ce qui a été fait au Parlement, est-ce qu'ils vous comprennent? Oui, si oui, vous nous dites. S'ils ne vous comprennent pas, est-ce que vous arrivez, vous, de votre côté, à percevoir leurs craintes? Parce que nous, au sein de l'opinion, nous avons d'autres sons de cloche. Donc, on est dans l'opinion. Je vous ai parlé du problème lié au fait que les partis qui sont au Parlement soient tous de la mouvance. Ce qui choque en démocratie. Après, c'est la faute à qui? C'est un autre débat. Mais que ça puisse choquer, c'est normal ça. Dans la démocratie, on va aux élections et ce n'est pas courant d'avoir des parlements sous nos cieux depuis la conférence nationale ici au Bénin et qu'il n'y ait pas d'opposants. Après le processus, moi j'ai mon point de vue là-dessus. Surtout que moi j'ai participé à la 7e législature et j'ai vu comment les choses se sont passées. La question de conformité, certificat de conformité qu'on agite là, c'est par exemple un faux débat. On dit que pour être présent aux élections, il faut être à jour par rapport à la nouvelle charte. Mais comment on démontre à la Sénat qu'on respecte la nouvelle charte? Il faut un papier ou bien une lettre. Ce n'est que ça qu'on appelle certificat. Que tel parti sont à jour et que respectent la nouvelle charte des partis politiques. Ce n'est que ça. Le reste, c'est des mots. Maintenant, pour revenir à votre question. Les populations, depuis, nous interpellent sur quelques lois. Le droit qui limite le droit de grève. D'accord? Le problème, dans le secteur de la santé, vous avez tous été témoins de ce qui se passe, avec les morts dans les hôpitaux, dans les maternités. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que ça continue de telle façon. Nous estimons qu'un gouvernement responsable n'a pas besoin d'avoir le couteau sur la tempe avant de régler les problèmes de la cité. Et la preuve en est donnée. Et ce n'est pas à travers des règles qu'il y a eu cette augmentation substantielle. Ce n'est pas à travers les règles. C'est ce que nous avons fait. Demandez donc à ceux qui nous disent que nous sommes des assassins de la démocratie, s'ils autres ils venaient au Parlement, s'ils vont remettre en selle le droit de grève dans les hôpitaux, et s'ils vont remettre en selle le droit de grève au niveau de l'enseignement. Monsieur Mitokwe. Est-ce qu'on ne doit pas craindre cela? Monsieur Mitokwe, je dis, demandez à ceux qui se battent pour venir au Parlement, qu'une fois élus, est-ce qu'ils vont remettre en selle le droit de grève sur le personnel de la santé et le droit de grève au niveau de l'enseignement? Demandez-leur ça et le débat, nous le ferons. Moi, si je retourne au Parlement, je ne ferai rien pour qu'on revienne sur ces tests-là. Parce que ce n'est pas le président de la République qui va dans nos hôpitaux. Et les personnes privilégiées qui sont au Parlement, lorsqu'ils ont des problèmes majeurs, il y a des possibilités pour eux d'être évacués. Ceux qui souffrent donc de ce qui se faisait dans le secteur des hôpitaux et dans le secteur donc de l'enseignement, ce sont les pauvres personnes, ce sont nos parents. On ne peut plus permettre cela. Nous sommes législateurs, nous avons dit que pour un pays sous-développé, on ne pouvait pas continuer à le faire. Vous avez vu depuis la conférence nationale, nous avons dirigé le pays à travers un postulat, que les gouvernants sont toujours irresponsables. C'est pour ça qu'on a aménagé les choses pour les contraindre. Mais ça ne fait pas le développement. Tout le monde sait que ça ne fait pas le développement. Patrice Talon n'a pas eu besoin de grève pour régler les problèmes qu'il doit régler. Et il y a une autre loi par rapport à laquelle nous sommes suffisamment interrogés. Et vous l'avez dit quand on était dans les couloirs, vous allez certainement, je vois aussi le temps qui passe, vous nous avez dit 30 minutes, c'est la loi sur l'embauche. On va revenir dessus. Anita, rapidement d'abord, on va revenir sur ça. D'accord. La loi qui interdit, puisqu'on parle du droit de grève, la loi qui interdit aux travailleurs du secteur de l'aéroportuaire de gréver, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Vous savez, vu quand il y a eu la Covid au Bénin, la plupart des chantiers au Bénin ont été paralysés. Parce que les avions ne décollaient plus. Et il n'y avait plus de marchandises ni quoi en destination du Bénin. Imaginez ce pays-là qui est en chantier, avec toutes ces réformes, que l'on paralyse le trafic aéroportuaire.
C'est donc c'est des secteurs vitaux. Imaginez qu'avec tout ce qui se fait, que le secteur des hydrocarbures soit paralysé. Mais vous avez vu en France? Vous avez vu en France? Je pense que c'est la marche du monde, chers amis. Ça, ce n'est pas pour faire du mal à personne. Il s'agit de notre pays. Si vous pensez que c'est bien et que donc l'idéal, c'est de faire des grèves dans tous les secteurs et à volonté, et que l'idéal ne serait pas donc le système donc, de contrainte et donc la responsabilité sur le citoyen de choisir des gouvernants responsables, et c'est ce que nous croyons, que les gouvernants soient responsables, avec un système mis en place de contrôle des deniers publics mis à leur disposition. Nous pensons que ce n'est pas avec les couteaux sous la table qu'on fait le développement. Et nos pays, et je suis très d'avis avec ce que le président de la République a dit, nous sommes des pays sous-développés. Les enjeux mondiaux ne sont pas ceux-là. Vous avez vu la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les autres pays sont à d'autres niveaux déjà, au niveau stratégique. Nous avons des problèmes géostratégiques. L'Afrique doit se lever. Avant de revenir à la loi sur l'embauche, le chef de l'État, quand il était face aux députés et pour la dernière fois, il a souligné que le Parlement actuel a fait un travail historique. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est en lien, par exemple, avec ces lois que vous avez votées en 2019, la loi portant amnistie des faits criminels liés aux élections, je crois, législatives, et ensuite, vous allez nous parler de la loi qui a été votée récemment et qui permet au chef de l'État, qui a fait un peu de tollé, qui a fait une petite polémique, la loi qui permet au chef de l'État de réduire les peines de certaines personnes. Vous allez me corriger si ce n'est pas exact, vous êtes le président de la il faut commission faire le des lois. rééquilibrage Voilà. immédiat. Oui. Monsieur Mitokwe, nous faisons le rééquilibrage immédiat. Oui. Le président de la République n'a pas le pouvoir de réduire les peines. Expliquez alors le fondement de cette loi. C'est une loi qui vise la suspension de l'exécution des peines. Vous êtes condamné pour 10 ans, vous avez des problèmes sociaux, des problèmes majeurs, vous demandez au président de la République de pouvoir vous soigner, par exemple. Beaucoup de personnes ont estimé que c'était par exemple lié à deux leaders politiques qui sont en prison aujourd'hui. J'ai déjà répondu à ça. Vous n'avez pas répondu sur Kaleidoscope. La loi est de portée générale et impersonnelle et qui n'exclut pas ce que vous visez. Ceux que vous visez sont des amis. S'ils peuvent en profiter, moi je dis bravo. Hein. S'ils peuvent en profiter, je dis bravo. Et nous pensons à tous ceux qui sont peut-être dans leur cas, y compris eux, ça ne les exclut pas. Il s'agit de ceux qui sont privés de leur liberté, qui pour plusieurs raisons, des problèmes sociaux et autres, sont en demande de mise en disponibilité pour aller faire face à leurs problèmes. On a donné la possibilité, au-delà de la grâce, au président de la République, de pouvoir suspendre l'exécution de leur peine. Ça veut dire que vous êtes condamné pour 10 ans, vous demandez pour 5 ans à pouvoir aller faire face à des problèmes majeurs qui se posent à vous, à votre famille et autres. On analyse et avec donc l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, et donc ce n'est pas le président de la République qui a signé l'eau, avec donc l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, on suspend l'exécution de votre peine. Et puis, après, vous vaquez à ce que, et puis vous revenez, continuez l'exécution de votre peine. Si vous demandez 5 ans et que vous vous comportez bien et que cela, ça peut être renouvelé 5 ans. Si ça se renouvelle 5 ans, ça se commune en grâce présidentielle. Donc voilà. Les gens sont demandés pourquoi, au-delà de la grâce, pouvoir faire ça. Vous savez, la grâce efface tout. C'est-à-dire qu'on vous gracie, donc vous sortez totalement. Vous êtes condamné pour 20 ans, vous bénéficiez de la grâce, bon, vous ne faites rien. Dans le cas d'espèce, c'est encore même plus serré. Ce n'est pas ça. Votre peine, elle existe et elle demeure. C'est son exécution que l'on suspend. Alors, un invité a dit sur ce plateau ce matin que par rapport à la 8e législature, ce qui a le plus manqué, c'est la communication. Moi, je voudrais vous demander, par rapport à toutes ces lois, toutes ces mesures qui sont prises pour impacter d'une manière ou d'une autre les populations, les citoyens béninois, quelles mesures sont prises? Qu'est-ce qui est prévu pour qu'elles soient informées de ce qu'elles ont la possibilité d'en bénéficier effectivement? Ce n'est pas qu'à la 8e législature, madame. Oui, bon, puisqu'on fait le bilan de la 8e. C'est le grève qui est fait. Moi, vous savez, je viens de la société civile. Moi-même, j'ai fait ce genre de grief
aux députés passés. C'est un problème qui se pose par rapport aux lois que nous votons. On dit que c'est la société civile, mais qui donne l'argent à la société civile pour le faire? Moi, au lendemain de quelques votes majeurs, si vous avez bien l'amabilité de m'inviter sur les plateaux, je viens pour expliquer. Tous les Mais à part députés ça, le rien font n'est tous. prévu. Non, Elle veut dire en amont. il y a En amont. l'institution, il y a le député. Il y a l'institution, il y a le député. L'institution, par le passé, faisait un genre de concept, le député sur le chemin du village et tout. À la 8e législature, ce genre de concept a manqué. Parce qu'au fait, le législateur n'a pas des moyens illimités non plus. Parce que chaque fois, vous dépendez sur le terrain, ça nécessite un coût. Il y a tout ça. Donc, c'est une problématique et donc je crois que les choses devraient être améliorées. Mais nous avons la radio de l'hémicycle aujourd'hui. Nous avons la télé de l'hémicycle. Et les débats sont retransmis en direct. Ce que beaucoup de pays au monde ne font pas. Les pays font des mises en boîte et puis après on diffuse. Chez nous au Bénin, c'est une ouverture totale et les débats sont suivis en direct. C'est une chose, mais il faut se demander si les gens connaissent les ondes sur lesquelles... Non, je dis qu'il y a toujours des faiblesses malgré cela. J'ai déjà reconnu, il faut travailler, les législatures prochaines devraient travailler à trouver des lignes budgétaires qui puissent leur permettre d'aller mieux expliquer. En réalité, vous savez de quoi? Quand le législateur a voté une loi, ça devient de portée générale. Ce n'est plus sa propriété. Donc le fait de croire qu'il appartient au législateur qui a voté les lois de s'occuper de leur diffusion, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Mais en tant que citoyen, donc dans son rôle donc, de représentation, le député aussi devrait se mettre dans la danse et informer les citoyens donc qu'il représente des lois qu'il prend par Honorable Odin Lagati, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons vous donner d'abord 2 minutes oui, pour aborder rapidement le volet concernant la loi sur l'embauche et après on ira sur le second chantier sur lequel l'Assemblée est généralement attendue, le contrôle de l'action gouvernementale. Donc la loi sur l'embauche en 2 minutes. Oui, c'est bien ça. Très rapidement. Ce que vous pouvez dire aujourd'hui, à part tout ce qui a déjà été dit. Bon, donc si vous me donnez les 2 minutes sont à moi. Oui. Allez-y. Je voudrais préciser juste que la loi sur l'embauche ne concerne pas les fonctionnaires. C'est-à-dire là, il y a un peu d'amalgame de ce point de vue. Si vous êtes aspirant, jeune, et que vous passez un concours, qu'on vous recrute dans la fonction publique, c'est les conditions de 60 ans, et puis après 30 ans de service. Et ça, on n'a pas retiré ça. Ça reste intact, ça n'a pas bougé. Maintenant, vous abordez le secteur privé, puisque ce sont les privés qui créent l'emploi. Le code existant était rébarbatif. En un point précis, par exemple. Avant, un employeur qui vient, qui recrute un jeune pour 6 mois, il lui renouvelle son contrat pour 6 mois, il est tenu de l'embaucher à vie, même s'il ne le veut pas. Que faisaient les employeurs? Ils embauchent les jeunes pour 6 mois, ils renouvellent leur contrat, et puis paf, on le met de côté, on prend un autre jeune. Donc les jeunes sont là à faire de façon indéfinie des stages. C'est ce à quoi nous avons toujours assisté. Des stagiaires permanents. Je vais vous dire que les fonctionnaires de l'État, ça ne fait pas, c'est à peine 100 000 personnes. C'est aussi curieux que ça. 100 000 personnes. Et les jeunes en quête d'emploi, même du premier emploi. Je n'ai pas les statistiques, allez demander à la main-d'œuvre, mais je crois qu'ils font des millions. C'est de ça qu'il est question. Vous allez à la Sénat, qui fait un petit test pour recruter un mois, vous allez voir comment les jeunes s'alignent. Est-ce qu'il y a pire précarité que ça? Il n'y a pas pire précarité que ça. Donc un législateur, un gouvernant, doit pouvoir solutionner ces questions-là. Et le président de la République a estimé qu'il faudrait que l'on permette aux jeunes aussi d'avoir des possibilités de s'exercer et d'avoir des contrats. C'est pour ça que nous avons ouvert. J'ai demandé à une dame la fois dernière, qui fait des produits, de choses là, les activités génératives de revenus. Vous faites un produit qui marche, ça commence par vous marcher, vous êtes appelé à ouvrir dans le quartier des kiosques. Et puis, on vous oblige, en tant que jeune entrepreneur, à recruter des jeunes pendant 30 ans. Les dames vont vous dire, non, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui veut recruter pour 1 an, on lui permet de recruter pour 1 an. Quelqu'un qui veut recruter pour 2 ans, on lui permet de recruter. Kaléidoscope, monsieur Mitokwe. Ceux qui travaillent avec vous ici, là, ils ont tous des CDI. Ils n'ont pas tous des CDI. Vous avez besoin d'eux dans le cadre d'un projet pour 1 an. On va vous permettre de les recruter pour 1 an plutôt que de prendre que des stagiaires. Vous leur ferez un contrat d'1 an.
Si Kaleidoskop n'a plus ce projet, il remercie les jeunes, mais ils auraient été payés et vous leur donnez un certificat de travail. C'est ça la loi. Et si on n'avait pas fait la loi sur l'embauche, il n'y aurait pas eu Glodjibé. Ça fait plus de 1000 personnes déjà à Glodjibé. Et on en aura dans les années à venir et ça va monter dans les 5 ans à plus de 20 000, 30 000. C'est de ça qu'il est question. Quand vous avez des problèmes, on ne fait pas de la fixation sur ces problèmes. On a un président de la République qui anticipe sur les problèmes, qui fait de l'ouverture. Ceux qui nous attaquent n'ont pas compris. Et quand on ne comprend pas, on demande et on explique. Oui, c'est la loi la plus sociale en matière de travail qu'on ait votée. La loi sur l'embauche. Et je viens de vous l'expliquer. Vous savez, cette salle, regardez. À supposer que nous ayons tous des CDI, des contrats de 30 ans, mais dehors autour de nous, il y a des milliers qui veulent avoir le premier emploi qui n'ont pas. Et vous vous dites qu'il faut fermer. Ne leur donnons aucune possibilité. Mais ce n'est pas nous qui créons l'emploi. Pourquoi vous voulez forcer l'entrepreneur à embaucher pour 30 ans? Il va embaucher 10 et les millions d'autres. Et je vais finir en vous disant, l'employeur qui embauche quelqu'un qui travaille bien, vous, Mitokpe à Kaleidoskop, ce que vous allez recruter ici, qui travaille bien, vous n'allez jamais vous séparer d'eux. C'est exact. Honorable Orden Aladati, ceux qui vous attaquent ne comprennent pas aussi comment est-ce que vous avez contrôlé l'action du gouvernement pendant toute la 8e législature. Comment avez-vous contrôlé l'action du gouvernement? On n'a pas entendu parler de commission d'enquête parlementaire, il y a pratiquement... Il y en a eu. Il y a une commission qui est allée au CNCB et qui a révélé qu'il y a eu des millions, je ne sais pas combien de ceux-là qui ont été détournés. Il y a très peu d'exemples. S'il vous plaît? Il y a très peu d'exemples. Oui, il y en a quand même eu. Et par le passé, ça a servi à quoi? Mais ça a permis quand même de révéler certaines dossiers. Nous ne voulons pas être dans la monstration non plus. Par le passé, donnez-moi un exemple d'action de ce type qui a abouti. PPA 2, c'est une commission d'enquête parlementaire. Je dis qui a abouti. PPA 2, ce n'est pas sous talon. Ça aboutit à quoi? Vous avez dit dans le passé. Monsieur Mitokpe, ça aboutit à quoi? PPA 2. Je dis ça aboutit à quoi? À un non-lieu finalement. Ben, ça aboutit à un non-lieu, mais voilà. Donc le gouvernement Talon n'est pas responsable du PPA 2. Donc ne l'interrogez pas sur le PPA 2. Je vous dis que c'était cela ce qui se faisait. Et le président de la République a dit plus jamais le Parlement ne sera ce qu'il a été. Et vraiment plus jamais ne sera. Quelle que soit la tête de ceux qui y iront. C'est pour ça que nous travaillons à ce que les choses soient beaucoup plus disciplinées. Je vous donne un exemple. L'année dernière, moi, c'est Orden Aladati, et à travers mon groupe parlementaire, j'ai interpellé le ministre des Finances sur la question des aspirants. Sur deux aspects. Je lui ai dit, ce n'est pas bien que des aspirants soient vétérinairement de cela. On les déploie et puis ils ne savent pas à quand la fin de cela. Les plus méritants, là, qu'on ait une passerelle pour les recruter. Deuxièmement, ils travaillent, mais 9 mois après, on ne les paye plus. Le ministre des Finances a dit, M. Aladati, je suis très sensible, le gouvernement est très sensible à ce que vous dites. Nous sommes en train d'envisager un plan pour que quand on va commencer par les payer, qu'on n'arrête plus. Par le passé, on a cédé à ce genre de tentation. On a fait et puis après, on n'a pas pu assurer jusqu'au bout. Et ce que nous apprécions dans la gouvernance Talon, c'est qu'ils prennent le temps de régler les problèmes et quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Moi, j'ai applaudi fortement. Quand on a dit qu'ils sont passés à 11 mois, je ne suis pas encore satisfait. Ne mettons pas le couteau sur la tempe au gouvernement. Nous pensons que le gouvernement est responsable et quand donc les ressources seront disponibles, qu'on va payer nos frères, nos fils, parce qu'il s'agit de nos frères, de nos fils, de nos sœurs qui sont dans l'aspirana, on va les payer 12 mois sur 12. Avant, c'était des vacataires. Les gouvernements passés, on a fait des vacataires. Et quand vous allez négocier des censeurs, des directeurs, pour avoir quelques heures, et cet argent se partageait aussi avec un certain nombre de personnes. On les a fixés à travers l'aspirana. Après, il y a eu de la sécurité sociale pour eux, une évolution que nous avons demandé, auquel le gouvernement a cédé. Après, maintenant, nous avons demandé, insisté, le gouvernement vient de passer à 11 sur 12. Nous allons continuer à insister, si Inch'Allah, nous y allons là-bas, pour qu'on se les paye 12 sur 12. C'est ça le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a un contrôle avec vous êtes là, il y a l'autre contrôle efficace qui fait de la collaboration responsable pour l'intérêt du plus grand nombre. C'est ce que nous avons fait depuis le début de la législature, Monsieur Mitokpe. Et vous avez vu les résultats. Oui. Et l'enjeu et la question qui est posée aux Béninois, est-ce qu'il faut renverser la table? C'est-à-dire que le gouvernement, moi dans mon quartier, le président de la République a dit qu'il va asphalter tout Cotonou. Je remarque qu'il a fait des efforts, mais que tout Cotonou n'est pas encore asphalté. J'attends que mon quartier soit asphalté. Et je suppose, et je pense et je prie que les membres qui vont aller dans la 9e législature puissent donner des moyens au gouvernement pour asphalter. Que ce ne soit pas des gens qui disent « nous ne vous donnons pas les moyens ».
pour faire, et puis après, Alors, justement, le règne des valises. Les gens veulent instituer le règne des valises avant de voter des lois. Pour faire le règne des valises. S'il vous plaît, avant, c'était le règne des valises, avant de voter les lois. Et vous le savez. Pour faire ce combat maintenant, Orden Adati, et vous retrouver encore au Parlement pour la 9e législature, vous ferez ce combat aux côtés de Joseph Charbonneau, ancien président de la Cour constitutionnelle. Vous avez entendu les critiques qu'il y a eu après sa démission de la Cour. Je ne me souviens pas, je ne sais pas si vous vous êtes prononcé une fois publiquement sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez quelle critique de quel genre? Qui n'a pas le droit de démissionner de la Cour? Oui. Qui n'a pas le droit? C'est écrit où? Vous avez entendu tout ce qui a été dit? Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la démission en soi qui pose problème? Les gens plutôt critiquer le fait que juste quelques jours après, il soit... Mais pourquoi veut dominer l'agenda du citoyen libre? Pourquoi le citoyen libre? Le président de la loi permet, non? Il y a la Cour qui travaille, non? La Cour a rendu une décision au profit des démocrates. Les démocrates vont participer aux élections malgré l'absence du président Djokbedou, non? Nous, avec le dialogue politique, nous avons fait des textes qui permettent à tout le monde d'y aller, non? C'est nous qui avions dit que l'administration fiscale doit notifier en une fois les billets et que ce n'est pas fait. Et la Cour, c'est notre législature. Vous avez déjà gagné une fois la bataille de Cotonou. Comment est-ce que cette bataille va se passer? Est-ce que vous avez... Elle va être dure. Et c'est pourquoi nous ne dormons pas. Vous n'avez pas regardé. elle va être dure. Hein? Tout le monde est là. Et Cotonou, c'est la ville de tout le monde. Mais si votre bilan est positif, normalement, ça devrait pouvoir aller. Ça ne devrait pas être aussi dur ou c'est parce que la barre est assez haute. Non, vous savez, le président de la République l'a dit. Le président de la République a dit quelque chose. Et moi, vous le remarquez dans vos familles. Hein. Vous avez beau faire des œuvres communautaires et tout, mais tant qu'il reste des personnes qui, dans leur chair, dans leur os, individuellement, n'ont pas la satisfaction requise, ils ne sont pas contents. Et nous allons faire. On ne peut pas dire que c'est positif, tout est bon. Il y a plein de choses positives, mais il reste encore énormément de choses que nous devons faire. Et de ce point de vue, nous gardons le repère pour avoir... Et vous avez dit le contrôle de l'action gouvernementale. Oui. Vous croyez que les partis politiques représentés au Parlement ont intérêt à ce que les ministres se mettent plein la poche? Ce n'est pas le président de la République qui dépense le budget. Le président de la République est le chef d'orchestre. Et c'est à travers ce que nous faisons, la pression que nous mettons, qu'on va contrôler chaque ministre. Parce que c'est les ministres et les projets, les directeurs là qui gèrent l'argent. Vous pensez que moi, député, je suis au Parlement, et puis puisqu'il y a un ministre qui peut-être va se mettre plein la poche, je vais permettre, mais c'est pour le pays. Donc quand vous entrevoyez le contrôle tel qu'à travers le prisme, c'est parce que je comprends que quelque chose nous manque. Il n'y a pas beaucoup de déballage à la télé. Il manque cette vitalité. Et les Béninois, depuis 90, en souffrent. Ça, je le comprends. Mais en termes d'efficacité, de ce qu'il faut pour ce peuple-là, nous n'avons pas failli un seul instant. Nous n'avons pas failli, M. Mitokwe, Mme Marcos. Je vous dis que la 8e législature n'a pas failli un seul instant. C'est pour ça que nous avons doté. Et aujourd'hui, pour la première fois en décembre, le budget de combien? 3 000 milliards et consorts pour continuer les œuvres amorcées. Merci. Et nous sommes prêts à le faire davantage, M. Mitokwe. Sur ce, honorable Orden Rosaïa Aladati, quel sera votre mot de fin? Non, on dit aux Béninois que l'espoir est permis, que nous avons porté, que le plus dur a été fait. Les populations du Bénin ont fait les sacrifices qu'il faut et les résultats sont là. Ce qui est arrivé, annoncé la fois dernière par rapport aux fonctionnaires et autres, c'est leur effort individuel et collectif qui a permis ça. Parce que le président de la République, je vais parler en termes vulgaires, ne cueille pas l'argent. C'est l'argent des Béninois. Et le président de la République lui-même l'a dit. C'est le moment de la moisson qui vient. Ils ont souffert, mais maintenant, le moment vient de faire chose. Nous aspirons à faire en sorte que ceux qui ont moins de moyens, la contribution du plus grand nombre et de ceux qui en ont un peu plus, puisse leur permettre de s'épanouir un peu plus, à travers les microcrédits, à travers les œuvres communautaires qui sont appelées à être faites. Donc, nous irons plus loin dans le développement, ce n'est pas encore la fin. Et c'est le souhait général que chaque citoyen béninois puisse être épanoui autant que se peut. Nous recevions pour vous sur ce plateau l'honorable Orden Aladati. Il est député, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est également le président de la commission des lois. Nous avons fait le tour par rapport à tout ce qui a été fait au niveau de la 8e mandature. Et donc, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Honorable, merci. Merci beaucoup, Mme Marcos. Merci. Chers confrères. Merci, M. Mitokwe. Merci. À bientôt. Merci.
Très bien.